C'était le film du lundi soir sur France 3, avec les canapés et fauteuils stressless. Gérard Depardieu avait juré fidélité à sa femme. L'arrivée de Fanny Ardant et de son mari remettra-t-elle en question sa trop belle promesse? La femme d'à côté du grand Truffaut, après la météo et Soir 3. Toujours plus pour ma peau. Plus lisse, plus ferme et plus hydratée. Découvrez l'exclusivité des laboratoires Diadermine Lift Plus Hydratant. Pour 80% d'efficacité fermeté, plus 24 heures d'hydratation. Ma peau est plus lisse, plus ferme et ça se voit. Nouveau Lift Plus Hydratant des laboratoires Diadermine. Stop, plus besoin de les couper. Vos cheveux n'ont jamais été aussi sublimes. Schwarzkopf réinvente le soin du cheveu. Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous. Carte noire soluble, le désir instantané. Au goûter, pour donner à vos enfants les forces dont ils ont besoin, Prince, c'est plein de céréales et un bon goût chocolat. Prince de Lu, quand l'énergie devient une force. On ne voit pas les mêmes choses en Scénic Aigle. Jusqu'au 28 février, découvrez Scénic Aigle DVD avec 2200 € d'économie. Ça t'amuse de casser le matériel, imbécile? Chérie, magnifique. On a besoin de bandes noires, s'il vous plaît. Allez, dépêchez-vous. Tu sais pas jouer, tu sais pas sauter, tancard. Redécouvrez Granola. Granola de Prince. Je vous prends des tic-tac. Des tic-tac? Tic pour la douceur, tac pour la fraîcheur. Parce que tout est là. D'abord, il y a le tic. C'est la douceur qui s'épanouit lentement, délicatement. Ensuite, le tac. C'est l'éruption frissonnante de la fraîcheur. Tic-tac, c'est l'instant unique où tout bascule dans votre bouche. L'instant où l'enrobage de douceur laisse place au cœur de fraîcheur. Tic-tac, quand la douceur devient fraîcheur. 9e championnat du monde d'athlétisme du 23 au 31 août au Stade de France. Renseignez-vous au 0 892 69 2003 et dans les caisses d'épargne. Offrez-vous une vue imprenable. Ford Fusion, la première petite voiture haute et musclée. Ford Fusion, une vue imprenable. Pour essayer la Ford Fusion et gagner peut-être un tour du monde des vues imprenables, connectez-vous sur le site fusionaute.com. Du lait et de la bonne humeur à croquer. Quand la statistique prétend qu'un jeune sur deux a rencontré la drogue, les dossiers de France 3 s'interrogent sur cette génération pétard. Où commence le danger? Quelle différence entre drogue dure et drogue douce? Que peuvent faire les parents face au risque de la banalisation? Je fume petite, j'ai de la conversation. Un débat dans votre région après le film L627, jeudi sur France 3.
savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, attention, prudence, la carte de vigilance est maintenue pour la nuit et la matinée de demain. En ce qui concerne les départements de Corse, nous aurons encore de la neige. Cette neige est déjà tombée en abondance aujourd'hui à basse altitude. Eh bien, pour cette nuit et demain matin, ce sera le cas. À partir de 300 mètres, attention, il y aura de la neige. Donc pour demain matin, tout cela est en atténuation, mais on pourrait encore avoir quelques chutes de neige, de la pluie sur les côtes, encore un peu de grisaille dans les vallées sur la moitié sud avec un peu de neige sur les Pyrénées-Orientales. Attention au brouillard givrant dans les vallées de la Garonne, mais sur le relief, ce sera déjà du soleil. Et puis sur la moitié nord, du soleil également. Dans l'après-midi, grand soleil pour presque tout le monde. On aura simplement quelques petits restes nuageux sur la Corse, mais c'est vraiment l'accalmie. Ici, c'est le retour d'un temps calme. Quelques nuages également sur le golfe du Lion. Et puis on voit ici des nuages élevés qui vont arriver, mais ce sera un temps très très agréable. Cela annonce l'arrivée d'une perturbation et puis un changement de vent. Pour les températures, eh bien, c'est toujours très très froid, des températures très basses demain matin avec de très fortes gelées pratiquement partout. Et dans l'après-midi, simplement une petite hausse du thermomètre, le début de la hausse sur la moitié sud du pays qui récupère des températures largement positives, supérieures à 10 degrés, alors que sur le nord, eh bien, ça ne change pas. Nous sommes toujours très en dessous des normales saisonnières. Si vous vous déplacez en Europe demain, on aura encore du soleil et des températures assez basses sur le nord de l'Europe, des nuages ciel couvert à Moscou avec moins 3 degrés, des chutes de neige assez importantes sur Ankara avec 0 degrés, des averses à Athènes, de la pluie à Madrid avec 6 degrés et de fortes pluies à Lisbonne avec 16 degrés. Demain, nous fêterons les Bernadettes. Vous retrouvez tout de suite Roselyne Fèvre pour Soir 3. Bonsoir, à demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Pas de panique. Tout est sous contrôle. Surtout ma coiffure. Je la contrôle avec Elnet. Technologie inégalée des laboratoires de L'Oréal, la microdiffusion d'Elnet est si fine qu'elle fixe parfaitement. Je peux faire toutes les coiffures que je veux. Et grâce à sa finesse, Elnet ne colle pas. J'aime Elnet. Moi, c'est la meilleure là qu'au monde. Elnet de L'Oréal, une finesse extrême des coiffures parfaites. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Découvrez Elnet cheveux colorés avec filtre UV, protection et éclat de la couleur. La météo chez vous? Téléphonez au 3213 et dites météo. Avant de signer, vérifiez avec qui. Par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Déméco, le numéro 1 des déménageurs. Plus facile à ouvrir, plus facile pour découper. Fermer, ouvrir, découper, fermer, plateau dégustation société, le même plaisir jusqu'à la dernière miette. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Président, un pouvoir insensé. La mode de beurre président existe maintenant en beurre tendre. My bundle of joy. And even if time it really... Vox Spiritus, entre chant grégorien et musique contemporaine. Vox Spiritus, une expérience musicale exceptionnelle. Vox Spiritus, les plus belles voix pour un voyage moderne au cœur des chants grégoriens. La météo chez vous et partout en France? Téléphonez au 3213 et dites météo. Mystère. Mystère. Signé Nestlé. Je voudrais dire quelque chose. Nous sommes entre nous. Je suis muté à Bordeaux. Avec votre famille? Bah oui. 4 enfants inscrits à l'école, il va nous en manquer 3 pour entrer dans les quotas. On n'a plus assez d'élèves. Plus assez d'élèves, plus d'école. Alors c'est quoi ta solution miracle? Et voici que débarque un père de famille nombreuse.
Vous avez le profil idéal. Vous n'avez pas dit par quoi je commence. Hélas, il n'a d'idéal que ses 3 enfants. Je vais leur envoyer faire des photocopies. Pour une fois qu'on a de la chance, t'étais pas contente. La chance avec toi, je suis pas encore habituée. Même sa femme craque. C'est ce qu'on appelle un poste évolutif. Ajusté au mieux vos compétences et nos besoins réels. Et où, maman? Elle s'est barrée. Seul Roland Giraud résiste. Attendez, ne faites pas ça. Car il sait que sans lui, il n'y aura pas école. Demain à 20h55 sur France 3. Il est où en ce moment? Il change les plombs? Bonsoir, voici l'actualité que nous allons développer dans ce Soir 3. La fin de la compagnie aérienne Air Libre. Ce soir, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire. 3200 personnes se retrouvent au chômage. L'accord des 15 au sommet extraordinaire de Bruxelles. Ce soir, les dirigeants européens ont approuvé un texte commun qui n'exclut pas un recours à la force en dernier ressort contre l'Irak. Invité de ce journal, Laurent Cohen-Tanouji, avocat spécialiste des affaires européennes et transatlantiques. Les Londoniens doivent payer depuis ce matin 8 € pour circuler en voiture dans le centre-ville, une taxe censée éviter les embouteillages. Les salariés d'Air Libre ont espéré jusqu'au dernier moment, mais ce soir, le coup près est tombé. Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne. Une décision douloureuse pour 3200 personnes qui se retrouvent ce soir au chômage. Anne-Charline Lambard et Guy Sabin. La décision n'a pas filtré à l'extérieur, mais elle est déjà sur les visages. Les mots, c'est Gilles Nicoli qui les trouvera, KO, sous le choc de la décision du tribunal de Créteil. Le président vient de prononcer la liquidation d'Air Libre. Je trouve cette mesure particulièrement scandaleuse et je reconnais que l'État nous a bien aidés à nous enfoncer et nous a donné aucune possibilité de nous en sortir aujourd'hui. Même les syndicalistes les plus virulents se trouvent sans voix. C'est un choc pour les 3200 salariés d'Air Libre et de leurs filiales. Bon, je vais vous avouer, on a un peu de mal à s'en remettre, hein. Surtout qu'en plus, je dirais, les dernières semaines ont été particulièrement difficiles. On les paye, ce gouvernement! Demain, rendez-vous! Leur colère, les salariés la crient. Ils l'avaient longtemps contenue, mais aujourd'hui, ils fustigent le gouvernement, sa ligne de conduite. On est sous le choc et on ne pensait pas qu'on allait être lynchés de cette manière. Franchement, restez forts les copains, parce que vraiment ce qui nous arrive c'est dégueulasse et c'est pas justifié. Votre boulot, vous l'avez fait jusqu'au bout, jusqu'au bout et vous méritez pas ça, alors restez forts. La direction d'Air Libre, elle aussi, accuse le gouvernement. Cet après-midi, le procureur, donc le ministère public, avait le premier soutenu la liquidation judiciaire. La compagnie a été l'objet d'un véritable homicide politique. La décision prise aujourd'hui est le point d'orgue d'un long processus d'asphyxie organisé par les pouvoirs publics, sans doute soucieux de préserver le monopole d'Air France en voie de privatisation. Ce soir, le gouvernement promet de favoriser le reclassement des salariés. Ils se retrouvent dès demain au siège de la compagnie pour discuter de ce que pourrait être leur avenir. C'est donc le générique de fin pour Air Libre, une longue saga qui aura duré 15 ans de déboires et de rebondissements à répétition. En 1996, la compagnie qui avait subi un dépôt de bilan a beaucoup souffert de sa concurrence avec Air France. Retour sur une bataille acharnée avec Elisabeth Bonnet. À l'origine d'Air Liberté, Lotfi Bellassine, un homme d'affaires qui raffole des défis. En 1995, le sien sera de taille. Concurrencer Air France sur les lignes intérieures, jusque-là monopole d'Air Inter. Il casse les prix et compte sur une hausse du trafic pour rentabiliser la compagnie. Mais le pari est déjà risqué. Monsieur Bellassim ouvrait une ligne, cette ligne n'étant pas rentable, pour rentabiliser, il ouvrait une deuxième ligne derrière, qui était encore moins rentable, et c'est comme ça qu'on a creusé des trous énormes à cette époque. En 1996, Air Liberté dépose le bilan une première fois. Le repreneur British Airways tente de la faire redécoller, en vain. L'espoir renaît en 2000 lorsque Swissair et Marine Windel, le groupe d'Ernest-Antoine Sellière, reprennent Air Libre. C'est le temps de la fusion AOM Air Liberté. Le temps aussi des désillusions. En 2001,
la compagnie croule sous les pertes et s'apprête pour la deuxième fois à déposer le bilan. On a été racheté par British Airways, maintenant on a été racheté par Swissair, on fusionne avec AOM, on n'y arrive pas là. Arrive alors un ancien syndicaliste et pilote d'Air France. Lorsque la justice choisit le projet de Jean-Charles Corbet, les salariés comme le gouvernement veulent y croire. Et peu importe si le projet de reprise n'est pas viable financièrement, au moins Jean-Claude Guessot a-t-il réussi à échapper à un conflit social majeur. On est parti, on n'avait rien, on avait des moyens qui étaient des moyens très faibles. Aujourd'hui, on a un tel potentiel, on a une telle richesse humaine qu'on ne pouvait pas perdre. On ne pouvait pas perdre et on a gagné. Nouveau départ, nouveau nom Air Lib, mais le ciel va vite s'assombrir. L'ancienne maison mère Swissair fait faillite alors qu'elle doit encore énormément d'argent à la compagnie. Grâce à un prêt du gouvernement, elle survit et tente de se transformer en compagnie à coût réduit. Les clients sont séduits, mais Air Lib n'est toujours pas rentable. Elle ne peut plus payer ses charges et les taxes d'aéroport. Entre-temps, le gouvernement, tout juste nommé, annonce qu'il ne veut plus être le banquier d'Air Lib. En novembre, Jean-Charles Corbet dévoile enfin un repreneur potentiel, le Hollandais Eric de Vlieger. Peut-être prudent, ce dernier renoncera là où tant d'autres ont échoué. Il met ainsi fin à une illusion, celle de faire vivre, aux côtés d'Air France, une deuxième grande compagnie. Le sommet extraordinaire à Bruxelles. Ce soir, les dirigeants de l'Union européenne ont tenté d'aplanir leurs divergences sur le dossier irakien. Ils ont approuvé un texte commun dans lequel, notamment, ils n'excluent pas un recours à la force en dernier ressort contre l'Irak. Sur place, Pascal Verdeau est à Arnasri. Ils avaient pour mission de déminer le terrain et de rappeler le bon vieux principe de la méthode Coué européenne. L'Union doit parler d'une seule voix. Mission effectuée en partie par les ministres des Affaires étrangères ce matin. Mais sur le fond, avec l'arrivée des chefs d'État cet après-midi, les divergences se sont ravivées. Tony Blair, partisan d'une deuxième résolution couperet à l'encontre de l'Irak, met l'accent sur un désarmement par la force si la manière pacifique ne réussit pas. Sur ce point, Jacques Chirac est d'accord, mais attention, dit-il, le processus est entre les mains des inspecteurs qui doivent poursuivre leur travail. En fin de soirée, le président français affirmait même que la mini-crise était surmontée. Nous sommes bien sûr tous d'accord pour indiquer que la destruction, l'élimination des armes de destruction massive de l'Irak est un impératif absolu, que seul le Conseil de sécurité est habilité dans ce domaine à prendre une décision concernant les moyens. Pas question donc pour le chef d'État de changer de stratégie. La résolution 1441 reste la meilleure voie pour le désarmement. En direct de Bruxelles, François Poulet-Matisse, les 15 ont apparemment surmonté leur division. On peut dire ce soir que c'est un accord consensuel. Est-ce que c'est une position commune ou un accord à minima ? Non, on peut dire que c'est une position relativement forte, mais une position équilibrée entre ceux qui prônent la manière forte et ceux qui sont pour la poursuite des inspections. D'abord, ceux qui prônent la poursuite des inspections, ils trouvent leur compte. D'une part, la guerre n'est pas inévitable, déclare le texte. Deuxième point, la force ne peut être utilisée qu'en dernier ressort. Troisième point, les inspecteurs doivent avoir tous les moyens et le temps nécessaires pour faire leur travail. Mais les partisans de la position forte trouvent également leur compte. Quatrième point, il faut considérer que le temps de l'inspection a une limite, ne peut pas durer indéfiniment. Cinquième point, la montée en puissance militaire est quelque chose d'utile pour faire éventuellement plier Saddam Hussein. Cela, c'est une concession d'une certaine manière en faveur des Américains. D'ailleurs, Jacques Chirac l'avait déjà déclaré dans un journal américain il y a quelques jours. Et puis, dernier point qui n'est pas sans importance non plus, il faut que l'Europe travaille avec tous ses partenaires et en particulier les États-Unis. On le voit donc, la position européenne est une position relativement forte, mais une position qui a le mérite de regrouper tous les points de vue et de mettre fin, enfin, à cette division qui menaçait toute la cohésion européenne. Jacques Chirac ne disait-il pas lors de sa conférence de presse que l'Europe n'est pas un long fleuve tranquille, mais bien un parcours semé d'embûches ?
Merci François Poulet-Matisse. L'OTAN est parvenue hier soir à un accord sur les mesures de protection de la Turquie en cas de guerre en Irak, accord trouvé au sein de son comité de défense où la France ne siège pas. Il s'agit notamment de déployer des avions radar AWACS et des batteries patriotes anti-missiles. L'invité de ce journal, Laurent Cohen-Tanuji, vous êtes avocat spécialiste des affaires européennes et transatlantiques. Alors selon vous, est-ce que cet accord peut présager d'une politique étrangère commune ? Bon, je crois qu'on est encore loin d'une politique étrangère commune. C'est un texte de compromis qui comporte un certain nombre d'éléments intéressants et qui permet surtout d'afficher une unité après la cacophonie européenne de ces dernières semaines. Les divisions n'ont pas pour autant disparu. Non, parce que je crois que la vraie question, c'est combien de temps, en fait, on va donner à l'Irak. Ce qui était intéressant dans ce texte, c'est qu'on met bien l'accent sur le fait que la balle est dans le camp de l'Irak. La question, c'est combien de temps encore. Et c'est là où, véritablement, le débat va surgir à la fois avec les Américains et puis entre les Européens. Alors, est-ce que l'Europe doit se démarquer des États-Unis pour exister? C'est la question qui divise. Moi, je pense qu'effectivement, il y a cette tentation dans cette Europe en construction de se cimenter une identité par opposition aux États-Unis. Mais je crois que c'est une voie qui n'est pas la bonne, parce que d'une part, nous sommes fondamentalement des alliés avec l'Amérique. Nous le sommes depuis 2 siècles. Nous avons les mêmes intérêts, nous partageons les mêmes valeurs et surtout nous avons la même mission dans le monde du XXIe siècle, qui est de promouvoir les valeurs auxquelles nous croyons, celles de la démocratie, de la liberté, du progrès, du développement. Et nous le ferons en travaillant ensemble et non pas en nous chamaillant continuellement. Mais pour George Bush, on est avec lui ou contre lui, donc il n'y a pas de demi-mesure. C'est difficile. Non, je pense qu'il ne faut pas caricaturer. L'Amérique a été traumatisée par le 11 septembre. Elle considère que cette guerre qu'elle veut mener est indispensable pour sa sécurité. On peut diverger légitimement sur cette question, mais le tout est de travailler en confiance entre alliés. Et je pense que la France a joué un rôle positif à l'ONU cet automne. Ce que je souhaite, c'est que cette crise se termine bien pour les alliés. Alors justement, qu'est-ce qui a déclenché cette crise, cette fracture entre les Européens ? Je crois que ce qui a déclenché cette fracture entre les Européens, c'est qu'on a essayé finalement de forcer, de faire accoucher une position européenne commune qui n'existait pas. Au début, les Allemands avaient exprimé une position pacifiste, les Anglais étaient alignés sur les Américains et la France avait une position médiane. Et puis, à l'occasion des retrouvailles franco-allemandes du traité de l'Élysée, on a eu l'impression, même si ça n'était pas vrai sur le fond, que la France avait infléchi sa position vers la position allemande et que cette position franco-allemande voulait exprimer l'Europe. Or, ça a entraîné à la fois une révolte des autres Européens qui n'avaient pas cette position, et puis surtout un sentiment de trahison des Américains vis-à-vis de la France, qui considéraient que la France les avait... Une sorte de vexation. Non, plus qu'une vexation. Les Américains ont considéré une vexation de la part pour les autres Européens, mais pour les États-Unis, ils ont plutôt eu le sentiment que la France les avait entraînés vers la résolution 1441, et puis finalement ne jouait plus le jeu en infléchissant sa position vers une espèce de pacifisme. Bon, c'était peut-être une impression, mais c'est l'impression qui a été donnée. Donc je crois que maintenant il faut essayer d'apaiser ces tensions et de retrouver une sérénité, une coopération, parce que nous sommes encore une fois fondamentalement des alliés. Et ce soir, est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement une position commune sur la politique étrangère, sur le dossier irakien? Sur le dossier irakien, non. Enfin, je pense qu'il y a une position commune avec tous les principes qui ont été affirmés. Simplement, le moment de vérité est retardé de semaine en semaine. Il y a un moment où effectivement il faudra considérer que suffisamment de temps a été laissé à l'Irak. Et est-ce que les Européens auront le même sentiment de ce délai et est-ce que ce sera le même que les Américains? Je pense que c'est là le rendez-vous ultime. Merci Laurent Cohen-Tanuji d'avoir été notre invité. Vous venez de publier un livre aux éditions Odile Jacob, Les Sentinelles de la liberté, l'Europe et l'Amérique au seuil du XXIe siècle. La guerre en débat. Chaque jour, nous donnons la parole à une personnalité. Faut-il intervenir en Irak? L'avis ce soir du généticien Albert Jacquard. On l'écoute. En général, on fait la guerre parce qu'on doit entrer chez l'autre pour vérifier qu'il n'a pas trop de mauvaises intentions et on entre par réfraction en détruisant tout. Cette fois-ci, on a le droit d'entrer, on a le droit de survoler, on a le droit de vérifier, mais pour quelle raison pourrait-on faire la guerre? C'est absurde. Et par conséquent, il faut chercher d'autres raisons. Je pense qu'il y a une raison qui a été donnée par Madame Albright, l'ambassadrice d'autrefois. Elle a fait la remarque qu'il était vraiment inutile d'avoir une aussi belle armée que l'armée américaine pour ne pas s'en servir. Et on peut supposer que le désir actuel de faire la guerre des Américains, c'est au fond
de rentabiliser, c'est un mot qui leur plaît bien, rentabiliser l'armée qu'ils ont constituée et qui leur a coûté si cher. Après avoir dépensé autant d'énergie, d'argent, d'intelligence à construire d'aussi beaux tanks, d'aussi beaux avions, pourquoi ne pas s'en servir? Mais évidemment, il y a là un détournement de finalité dans lequel on devrait, nous les Français, ne pas intervenir, ou en tout cas qu'on devrait empêcher. Car finalement, votre deuxième question, c'est que doit faire la France? Eh bien, il faut que la France fasse entendre raison. Je pense qu'actuellement, la déraison est du côté de l'Amérique. Ils nous traitent de vieux pays. Cela veut dire